Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo bilan de 2024. J'adore les vidéos bilan parce qu'à chaque fois c'est l'occasion de me replonger dans des objectifs que j'ai complètement oubliés. Et je pense que cette année ne fera pas exception. La différence avec ma vidéo de l'an dernier, c'est que cette fois-ci vous avez décidé que vous préfériez avoir mes objectifs 2025 avec ma vidéo Reset. Donc j'en parlerai pas dans cette vidéo. Mais ceci étant dit, comme je veux pas vous faire trop attendre avant de vous partager mon fichier de suivi lecture, parce que je sais que plusieurs d'entre vous l'utilisent et peut-être que de nouvelles personnes seront intéressées à l'utiliser. À la fin de cette vidéo, une fois qu'on aura fait le bilan de mes objectifs, un petit retour sur 2025, qu'on aura parlé statistiques, je vous partagerai mon fichier lecture avec un petit tutoriel sur comment l'utiliser et il y aura le lien de partage qui sera en description. Mais commençons par le commencement. On va replonger dans les objectifs que je m'étais fixés pour 2024 et on va voir qu'est-ce que ça a donné. J'en avais inscrit plusieurs dans mon Reading Journal et je suis retournée voir aussi ma vidéo bilan 2023, objectif 2024. J'ai eu quelques surprises. Le premier objectif dont je vous avais parlé, c'était de lire moins parce que je voulais faire plus de place pour d'autres loisirs. Et en effet, j'ai moins lu cette année puisque j'ai lu seulement 219 livres, tandis que l'an dernier, j'en avais lu plus de 250, il me semble. Donc j'ai quand même pas mal moins lu et on verra les chiffres précis dans la partie statistique après. Est-ce que pour autant j'ai consacré beaucoup plus de temps à d'autres loisirs créatifs? Je suis pas sûre. Peut-être un petit peu. Peut-être qu'il y a eu aussi beaucoup de voyages qui ont fait que j'ai moins eu le temps de lire. Mais en tout cas, techniquement, j'ai atteint cet objectif-là. On va continuer avec ceux qui se sont bien passés avant d'aller vers ceux dont j'ai complètement oublié l'existence. Je voulais avancer plusieurs de mes séries, notamment La Voix des Rois et Une histoire naturelle de dragons. Et ça, j'ai réussi. Alors La Voix des Rois, on s'emballe pas. J'ai juste lu la partie 1 du livre des Radieux. C'est pas fou, mais c'est aussi une avancée. Par contre, Une histoire naturelle de dragons, je l'ai complètement terminée. Et ça, je suis vraiment très, très fière de moi. J'ai aussi rattrapé tout mon retard dans Wayward Children de Shannon Maguire, dont je me souviens jamais du titre en français. J'ai avancé Veronica Speedwell, je pense que j'en ai lu 3 ou 4. Et j'ai aussi terminé Cœur de dragon. Et si je vous parle de ces séries-là en particulier, c'est parce que elles faisaient partie d'un projet personnel que je m'étais lancé qui s'appelait le projet Ça suffit, où j'en avais marre de laisser traîner certaines séries pendant trop longtemps dans ma pile à lire alors que je savais que j'allais les adorer. Et ce projet a super bien marché pour moi. Pareil, je vous en reparlerai un peu plus tard en détail. Mais ça m'a donné envie de le reconduire pour 2025 et de trouver une manière de vous faire participer aussi. Donc, attendez-vous à une petite annonce là-dessus prochainement. Celui dont je suis le plus fière, c'est que j'ai réussi à enfin rattraper mes webtoons. Parce que ça, la vidéo de l'an dernier, j'étais vraiment motivée là-dessus. J'étais comme, c'est pas possible, il faut que je rattrape mes webtoons. Je veux absolument lire des webtoons cette année. Je veux. Et j'ai réussi. Je suis trop contente, j'ai enfin réussi à le faire. Je les ai tous rattrapés, donc finis ou remis à niveau. J'en ai même commencé un nouveau, pour vous dire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me pesait, on va dire, dans l'arrière de la tête. Vous savez, quand vous avez des trucs qui sont pas finis. Et donc, je suis très contente d'avoir réussi à le faire. Tout comme je suis contente d'avoir enfin filmé mon vlog Zodiac Academy, qui m'a permis de lire 3 tomes de plus dans cette série. On verra si je reconduis l'expérience en 2025. Ensuite, j'ai 2 objectifs où je suis plus mitigée. Le premier, c'était de lire plus de non-fiction. Techniquement, là aussi, j'ai réussi puisque l'an dernier, j'en avais lu 3 et cette année, j'en ai lu 4. Mais idéalement, j'aimerais au moins en lire 1 par mois. Donc, me retrouver avec 12 à la fin de l'année. Il y a quand même un long chemin à parcourir. Donc je pense que ça va être un objectif qui va rester pour 2025. Et l'autre objectif, c'était d'abandonner plus souvent, pour avoir un peu moins de regrets quand je me retrouvais à la fin avec une lecture 3 étoiles et où je me dis, au final, tu aurais pu juste passer un autre livre. Et ça, j'ai réussi quand même, parce que en 2023, apparemment, je n'avais abandonné que 6 livres. Ça me paraît pas beaucoup, honnêtement, j'ai l'impression d'en avoir oublié, mais c'est ce que les stats disent. Et en 2024, j'en ai abandonné 16, donc presque le triple. Et je suis contente, je suis pas contente d'avoir abandonné des livres, mais je suis contente de pas m'être forcée. Mais je pense que j'aurais pu vraiment mieux faire. Et il y en a plusieurs que je regrette de pas avoir abandonné.
qui sont un peu comme du coup mes pires lectures de 2024. Même s'il pourrait y avoir des pires lectures que je regretterais pas d'avoir lues parce que c'était une expérience étrange que je vous aurais filmée peut-être. Mais en tout cas, il y a certains livres que je regrette de ne pas avoir abandonnés. Et ce sera d'ailleurs le sujet de ma vidéo exclusive Patreon du mois de janvier parce que je veux partager mes regrets, mon trauma parfois d'avoir continué ces livres. Et enfin, l'objectif que j'ai complètement oublié, qui est passé à la trappe puissance 10 000. Et je peux même pas dire que c'est la première fois. Il s'agit de lire les Terry Pratchett. Parce qu'autant l'an dernier, j'en avais lu un sur les 12 que je voulais lire. Cette année, j'en ai lu 0. 0 complet. Lui, il va passer dans le projet, ça suffit, c'est sûr. Parce que je veux vraiment les lire, je vous promets. C'est juste qu'il y a tellement d'autres livres. Cet objectif-là, c'est ma honte. Ma honte. Donc on va essayer de se motiver pour 2025. Donc ça, c'était vraiment mes objectifs pure lecture. Si on va plus à ce qui est autour des livres, je voulais mettre à jour mon reading journal régulièrement. J'ai plus ou moins réussi à faire ça. Je l'ai quand même assez bien tenu, je trouve, parce que j'y ai rajouté des pages souvenirs de saison. J'ai réussi à faire des pages aussi. Attendez, je vous montre celle d'automne. J'ai réussi à faire des pages aussi pour les challenges et tout que j'aime bien. Donc je m'en suis pas trop mal sortie. Et en fait, ce que j'avais aussi dit, c'est que je voulais mettre à jour mon reading journal pour mes lectures préférées, où je fais vraiment des pages spécifiques pour chaque livre. Et j'ai réussi à le faire pour quand même pas mal de livres. J'ai beaucoup rattrapé. J'ai peut-être fait une dizaine de pages, sachant que chaque page me prend entre 30 minutes et 1 heure, parce qu'il y a la recherche aussi de ce que je veux mettre. Et ça a été aussi le sujet d'une vidéo que j'ai fait sur mon Patreon en août ou septembre, je pense, où j'ai montré un peu le résultat de toutes ces pages-là. Je suis vraiment contente et ça m'a fait trop plaisir de me replonger dans toutes ces lectures. Donc ça m'a vraiment fait plaisir de prendre le temps de le faire. Au niveau des annotations, là, ça va moins bien. Parce que oui, il y a des livres que j'ai annotés au fur et à mesure ou que j'ai fait à la fin comme je voulais. Par exemple, Bride, The Discovery of Witches, Heart and Mercy, je pense aussi. Il y en a d'autres, ça fait 8 mois qu'ils attendent que je les annote. Par exemple, The Warm Hands of Ghost de Catherine Arden, qui attend patiemment. Parce que lui, au début, je pensais pas la noter. Et puis au final, je me suis rendu compte que c'était une erreur. Mais du coup, j'ai mis même pas des post-it, j'ai juste plié les pages. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Une autre romance, ça m'a fait la même chose. Donc j'ai encore pas mal d'annotations à rattraper. Je pense que j'ai même encore Iron Flame que j'avais commencé et que j'ai jamais fini d'annoter. Donc oui, ça n'a pas été un succès à 100%. Donc je vais encore travailler là-dessus en 2025. Je m'étais mis comme objectif de tester un nouveau logiciel de montage. Ça a pris plus de temps que prévu parce que je voulais le faire en début d'année et au final je l'ai plus fait à la fin de l'été. Mais au final, ça y est, maintenant j'utilise DaVinci Resolve pour monter mes vidéos. Peut-être que vous aurez vu une différence, peut-être pas. Mais je suis passée à un nouveau logiciel de montage. Très contente de ça aussi. Et le dernier objectif que j'avais inscrit et qui je pense fera une bonne transition avec la partie un peu plus retour sur 2025, c'est que je voulais choisir plus dans quels réseaux sociaux j'allais m'investir. C'est pour ça que j'avais supprimé TikTok et Threads de mon téléphone. Et je trouve que j'ai pas mal réussi. Je suis restée sur Instagram et YouTube qui sont mes réseaux sociaux principaux. Mais par contre, ce qui s'est passé en cours d'année, c'est que j'ai vraiment plus transitionner de mon énergie et de mon temps vers YouTube plutôt qu'Instagram. Je trouve qu'avec l'algorithme, on a beaucoup moins d'échanges sur Instagram, des fois moins mes posts, souvent. À part certains reels, quasiment tous mes posts ont une visibilité que je trouve un peu trop basse, même si ça s'est amélioré dans les derniers mois. Donc c'est sûr que ça donne moins envie de s'y investir parce que du coup on a beaucoup moins d'échanges. Je pense qu'Instagram, ce que je fais le plus, c'est regarder les stories des gens au final. Et du coup, ça m'a donné beaucoup plus envie de m'investir sur YouTube, où là, j'ai vraiment beaucoup d'échanges avec vous en commentaire. Et je trouve qu'on peut plus discuter et que c'est vraiment beaucoup plus enrichissant pour moi aussi. J'aime beaucoup filmer.
J'aime beaucoup faire du montage la plupart du temps. Donc au final, je m'amuse beaucoup plus avec YouTube. Donc on va dire la quantité de temps que je passe à travailler sur ces différents réseaux a basculé vraiment plus vers YouTube et je pense que ça va continuer en 2025 parce que le temps que j'ai est limité et YouTube m'apporte plus dans tous les sens du terme. Donc ça a été un développement un peu inattendu en quelque sorte de 2025, je dirais. Je sais qu'il y a des créateurs de contenu et tout qui se mettent des objectifs en nombre d'abonnés, que ce soit sur Instagram ou YouTube ou peu importe. Alors moi je fais pas ça parce que je trouverais ça difficile après de me rendre compte que ça fonctionne pas et je pense que je me remettrais trop en question et tout parce qu'il y a quand même un facteur aléatoire important dans tout ça. Des fois, si tu as une vidéo qui marche énormément ou un reel qui marche énormément sur Instagram, ça peut vraiment venir influencer ton nombre d'abonnés. Et alors, ça veut pas dire que j'aimerais pas avoir une plus grosse croissance sur YouTube parce que honnêtement, ma croissance de chaîne, je la trouve très très lente sur YouTube en nombre d'abonnés. Mais en même temps, je peux pas me plaindre parce que vous êtes géniaux. Je vous aime beaucoup. Je trouve qu'on a une belle communauté. Comme je le disais, on a plein d'échanges. Donc même si je suis encore une toute petite chaîne, je trouve qu'il y a beaucoup sur cette petite chaîne. Et j'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup votre présence et les commentaires que vous laissez et tout ça. Bien sûr, oui, je rêverais d'avoir 10 000, 20 000 abonnés parce que ça me permettrait de plus vivre des réseaux sociaux. Ça me permettrait certainement qu'il y ait plus de personnes qui rejoignent mon Patreon aussi. Et c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais à long terme arriver à avoir. Mais je suis quand même très contente pour le petit nombre qu'on est de... Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Maintenant, si je parle plus en termes généraux sur 2025, je vais essayer de vous organiser ça. Je n'ai pas préparé cette partie-là. Vous savez, j'aime pas préparer trop d'avance qu'est-ce que je vais dire. J'y vais au feeling. Et donc, on va y aller plus par le côté genre personnel, croissance personnelle ou en tout cas ma vie. Voilà. Je pense que ça a été une année difficile niveau santé, que ce soit santé mentale ou santé physique. J'ai pas de trucs graves objectivement, mais j'ai des problèmes chroniques. Et donc ça veut dire que comme tu s'en sors pas, t'as des périodes où ça va mieux et t'as des périodes où ça va moins bien. J'hésite très fortement à faire une vidéo sur le sujet. Donc dites-moi si ça vous intéresserait. Pas pour m'étaler sur ma vie ou quoi, mais plus pour partager l'expérience, pour que peut-être ça puisse aider d'autres personnes ou pour montrer un petit peu l'envers du décor aussi, parce que j'ai ce souci de transparence également. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que du coup, il y a eu quand même des montagnes russes, pas mal, pendant l'année, des périodes vraiment plus difficiles, des périodes où ça allait mieux, à tous les niveaux, comme je vous disais, que ce soit santé mentale ou santé physique. Au-delà de ça, ça a été une année très très cool, parce que un de mes objectifs que j'avais fixé pour 2024, c'était de voyager. Et ça, on l'a fait. On est allé en Guadeloupe, on est allé à Vancouver et sur la côte ouest des États-Unis, on est allé sur l'île du Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, on est allé en Finlande jusqu'au nord du cercle polaire, sans compter les week-ends. Par exemple, un week-end, on est allé à Boston ou d'autres petits voyages dans le Québec qu'on a fait. Donc, à ce niveau-là, franchement, c'était top. On a beaucoup, beaucoup voyagé et je me suis régalée, même s'il y avait des enjeux qui venaient avec ça par moments. C'était vraiment très cool et ça m'a renforcée dans l'idée que j'aime vraiment voyager, découvrir d'autres pays. Et c'est quelque chose que je veux continuer à faire. Une autre chose que je n'ai pas fait en 2024, et j'ai honte, c'est que je ne suis toujours pas allée voir de match de hockey. Ils vont me chasser du Canada, je pense. Ils vont me faire partir, parce que là, ça va pas. Et l'autre jour, je regardais, je pense que c'était une story de Marie, Muffins and Books, et elle était à un match de hockey. Et je lui dis, j'ai encore plus honte. Genre, même les gens qui vivent pas au Canada, ils vont voir des matchs de hockey. Et moi, je suis toujours pas allée en voir un. C'est catastrophique. Est-ce que je vais me le remettre comme objectif pour 2025 ? Probablement. J'y crois. Je vais continuer à essayer. Et une autre chose que je voulais mettre en place en 2024 et que j'ai moyen réussi à faire, c'est que je vous avais dit que je voulais m'accorder plus de moments vraiment détente, relaxation, cosy,
où je m'installe dans mon fauteuil, je mets une petite musique, je lis. Ça reste très difficile pour moi de prendre des vraies pauses. De me dire, ok, cet après-midi ou ce soir, je regarde un film, je fais rien d'autre en même temps. Ce genre de choses-là, j'ai du mal. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je voudrais continuer à essayer de développer en 2025 pour essayer de ralentir un petit peu le rythme de vie effréné qu'on peut avoir, je trouve, et qu'on est encouragé à avoir, cette espèce de toujours plus qu'on a. Et c'est un peu la façon dont mon cerveau fonctionne aussi, je pense, naturellement. Ça tourne en roue libre. Mais je pense que ça ferait du bien d'arriver à ralentir. Et là, je m'égare. Je pars un peu trop dans les objectifs 2025. On retourne en arrière. Une autre chose qui m'a marquée, je pense, pour 2024, c'est au niveau vie sociale, si on peut dire. J'ai vraiment fait beaucoup d'activités avec des amis, des sorties même un peu plus culturelles, on va dire, qui étaient aussi quelque chose que je voulais faire. Donc j'ai vraiment profité de mes amis en 2024. Voilà, tout simplement. De plusieurs groupes d'amis différents avec qui je fais des activités différentes. Et c'était vraiment fun. Ça me rappelle aussi que j'ai fait des voyages seule, ce qui était un peu une nouveauté pour moi, même si c'était pas pendant longtemps ou pas très loin. J'ai fait notamment mon petit séjour retraite lecture vers Québec. C'était... Non, je sais plus quel mois c'était. Septembre. C'était en septembre. Donc ça, c'était une petite fierté personnelle aussi d'arriver à partir toute seule, à faire quelque chose toute seule comme ça. La dernière chose que je veux dire niveau personnel, un peu comme au retour de 2025, c'est que je vous avais parlé de mon projet secret numéro 1 qui s'est concrétisé doucement en 2024 et qui en 2025 va commencer à se mettre en place vraiment à 100%. Et je vais pouvoir, je pense, bientôt commencer à filmer un petit peu le behind the scenes de tout ça et pouvoir vous en parler plus tard parce que je vais attendre un petit peu avant de vous dire ce que c'est, même si les copains le sauront d'avance. Je vais pas le dire tout de suite. Mais c'est quelque chose qui m'enthousiasme beaucoup, qui va demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi probablement. Mais j'ai vraiment très hâte. Et j'ai hâte de pouvoir vous dire qu'est-ce que c'est. J'espère que je vais pouvoir le faire comme je veux le faire. Si jamais vous avez des petites idées de qu'est-ce que ça pourrait être, mettez-les en commentaire. Je ne vous dirai pas si vous êtes sur la bonne voie ou pas, mais je serais curieuse de savoir s'il y a des personnes qui peuvent deviner. Ou quelles sont vos idées les plus farfelues là-dessus. Maintenant, si je transitionne plus côté professionnel, on va dire. En 2024, j'ai vraiment partagé mon activité entre mon day job, donc mon travail, on va dire, normal, salarié, et puis mon activité de travailleuse autonome, ma chaîne YouTube, je pense que ça tout le monde le dit, c'est pas avec ça que tu vis, et encore moins à mon niveau quant à le nombre de vues et tout que j'ai, c'est comme $100 par mois que ça me rapporte YouTube. Donc voilà, on peut pas trop vivre avec ça. Mais je suis très contente quand même. Donc il y a YouTube et il y a quelques partenariats que j'ai eus avec des maisons d'édition, soit sur YouTube, sur Instagram. Il y a le jeu de la pile à lire qui continue et je suis ravie qu'il vous plaise toujours autant que les nouvelles extensions qu'on propose avec Hélène vous plaisent. Si jamais vous ne connaissez pas le jeu de la pile à lire, je vous mettrai en description la vidéo qui explique tout. Et puis bien sûr, il y avait mon Patreon qui est quelque chose dont je vous parle souvent parce que c'est là où je passe la plupart de mon temps en dehors de mon travail normal. On a doublé le nombre de Cuppers en 2024, on est plus de 100 maintenant et ça me paraît complètement incroyable et vraiment je suis trop reconnaissante de ça. Et ça me motive encore plus à continuer à produire du contenu, que ce soit pour ici ou que ce soit du contenu exclusif. Ça m'aide aussi à avoir, au-delà de l'énergie que ça me donne, ça m'aide à avoir du temps pour ça, puisque je travaille 21 heures normalement à mon day job et le reste du temps, je peux le consacrer à mon activité autonome. Je pense que vous avez vu que ça représente quand même pas mal de temps quand je vous ai partagé les heures que ça faisait pour le Cold Winter Challenge. C'était une période particulièrement chargée, mais je me retrouve avec du 60 heures par semaine. Ça fait beaucoup. Et je me régale de faire ça. Franchement, j'adore. Et en fait, la partie qui a été difficile en 2024, c'est pas cette partie-là autour des réseaux sociaux, autour du Patreon, autour du jeu de la palle, tout ça, franchement, j'adore. Mais c'est plus la partie sur mon day job où, je pense que je vous l'ai déjà dit un petit peu, c'est un travail qui demande une charge émotionnelle extrêmement importante. Il y a eu des périodes vraiment chargées en 2024 où je faisais du 35 heures semaine. Donc c'était quand même beaucoup plus que ce que je fais d'habitude. Et c'était très demandant. C'est venu
activé mon anxiété à plusieurs moments. Pendant les vacances, même à certains moments, j'avais comme des pensées envahissantes. Donc les effets se prolongent au-delà des heures de travail, en plus des heures de travail vraiment extrêmement chargées, que ce soit en tâches ou en émotions. Et je me suis rendu compte que ça devenait vraiment plus difficile cette année à gérer, alors que j'adore vraiment ce que je fais. Et c'est dur de voir que c'est ça, c'est quelque chose que j'adore, et c'est quelque chose qui m'impacte négativement en même temps. Donc je suis un peu en train de réfléchir là-dessus, à me dire est-ce que je peux tenir encore un certain temps parce que j'aime quand même? Est-ce que je chercherai une autre position où je pourrais quand même faire des heures à temps partiel parce qu'il y a ça aussi? Ou est-ce qu'à un moment je vais dire ok, je tente et je me lance à 100% dans les réseaux sociaux et dans Patreon et dans tout ce type de création-là? Mais j'en suis pas encore à un stade où ce serait viable pour le moment pour moi de faire ça. Donc j'ai un petit peu toutes ces réflexions-là qui me tournent en tête au niveau de qu'est-ce qui m'apporte le plus, comment est-ce que mon travail me fait me sentir, mais en même temps les contraintes financières. Tout ça en ce moment, un peu emmêlé dans ma tête. C'est comme ça que je conclue 2024 et c'est comme ça que je vais aussi conclure cette partie de la vidéo pour qu'on puisse maintenant enchaîner sur les statistiques. Je me suis placée là exprès pour pouvoir vous mettre les tableaux ici. Je me suis dit en attendant, vous aurez le beau sapin qu'on n'a toujours pas enlevé. Je pense que Mamou m'a dit qu'elle allait le garder jusqu'au 15 janvier. C'est parfait, ça me va bien. Bref, les statistiques. Comme je vous disais un petit peu plus tôt, cette année, j'ai lu 219 livres et j'ai eu 16 abandons. Donc un petit peu moins que l'an dernier, mais plus de 200 livres, on s'entend. C'est quand même énorme. Le mois où j'ai le plus lu, et alors là, ne prenez pas peur. Ne prenez pas peur, parce que Johan, normalement, il a regardé ça, il m'a dit, mais il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. En juin, j'ai lu 45 livres, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de suites de séries. En juin, j'ai fait mon challenge Serial Série Starter, que je compte d'ailleurs reconduire en 2025. Et dans ces suites, il y avait beaucoup de graphiques. Je pense notamment à The Promised Neverland, Princesse Sarah et plein d'autres que j'ai lus à ce moment-là. Donc c'est pour ça que le nombre est aussi élevé. En termes de pages lues, j'en suis à 68 576 et 304 heures d'écoute de livres. Parce que j'adore les livres audio, vous le savez. J'aime toujours regarder aussi mon format de lecture. Ça change pas, le papier reste grandement majoritaire avec 76%, suivi par le livre audio à 18%, puis le numérique à 3%, et puis il y a un tout petit reste qui est comme le format mix, parce que des fois je vais écouter le livre et le lire papier en même temps, ou je vais alterner, je vais le commencer en audio, le continuer en papier, vice versa. Donc ça c'est un peu un mélange. Langue de lecture, on est vraiment 50-50 presque, 49-51, entre le français et l'anglais. Je suis vraiment moitié-moitié, ça me fait vraiment rire, c'est très bien partagé. Et c'est assez stable à travers les années. Des fois, ça bouge un peu plus de français, un peu plus d'anglais, mais je reste dans ces eaux-là quand même pas mal. Cette année encore, j'ai fait quelques relectures, c'est vraiment pas quelque chose qui m'arrive très souvent. Je sais qu'il y a des gens qui relisent jamais, il y a des gens qui adorent relire, et c'est même la majorité de ce qu'ils lisent, de relire des anciens livres qu'ils ont déjà lus. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais faire plus, mais que, au vu de la taille de ma pile à lire, je ne fais pas souvent. Quand même un tout petit peu. Et je pense que ce qui va aider à ce qu'il y ait toujours des relectures, c'est que j'ai lancé le Nostalgic Book Club, où quelques fois dans l'année, on va retourner lire des livres classiques de notre adolescence, ou du début des années 2000 par exemple. En automne, on a lu la trilogie du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Et pour le printemps, j'ai prévu de faire une autre session du Nostalgic Book Club. J'hésite encore entre 2 ou 3 options. Je mettrai peut-être un petit vote. Mais ça va forcément être des relectures, je pense, dans la grande majorité des cas. Le graphique d'après me fait toujours rire, c'est les séries versus les stand-alone. Et comme d'habitude, je lis beaucoup plus de séries. Là, on est à 77,5% que de stand-alone. Ça reste vraiment le format qui me parle le plus. Je pense notamment du fait que je lis beaucoup de fantasy et que les fantasy stand-alone, il y en a beaucoup moins que de séries. Puis même à côté de ça, je lis aussi des romances. Et c'est pas des vraies séries, mais ils font plusieurs livres dans le même univers, donc ça compte en quelque sorte. Je le compte comme des séries en tout cas.
Et justement, si on se penche un petit peu plus sur les séries, cette année, j'ai rajouté une catégorie dans mes stats. Vous allez voir d'ailleurs quand je vous présenterai le tableau à la fin, il y a eu plusieurs petits changements. J'ai rajouté la catégorie séries testées que je vais pas continuer. Parce qu'avant ça, il y avait nouvelle série commencée, une série qu'on continue, donc un tome 2, 3, 4, une série qu'on finit et une série qu'on abandonne. Et je trouvais que c'était pas représentatif de mettre tous les premiers tomes que je testais en série commencée parce qu'il y en avait plein qu'au final, j'allais pas continuer la série. Donc j'ai rajouté cette catégorie série testée pour dire que j'ai lu le premier tome, mais je vais pas continuer. Et avec ça, ça fait moins peur. Parce que j'ai commencé seulement 26 séries que je veux continuer cette année. L'an dernier, je pense que c'était quelque chose comme 60. Parce que justement, il y avait ces séries testées qui étaient là-dedans. 26, ça fait moins peur. Surtout qu'il y en a, je sais que je les ai commencées et que je les ai finies en 2024. J'ai lu 103 suites aussi. Ça, c'est énorme. Et encore une fois, c'est grâce au graphique. J'ai fini 17 séries. C'est moins que ce que j'en ai commencé, donc c'est pas idéal, certes. Et j'en ai aussi abandonné 5. Donc si on fait 17 plus 5, ça fait 22. J'ai commencé 26 séries. Au final, j'ai augmenté mon nombre que de 4 séries en tout. On limite les dégâts. Et puis, en série testée que je continuerai pas, il y en a eu 20. Donc ça fait quand même une grosse proportion aussi que voilà, c'est du temps. C'est une nouvelle série qui sort ou une ancienne série que tu voulais tester depuis un moment, puis bon, au final, ça marche pas. Donc écoutez, c'est pas idéal parce que dans l'absolu, j'aimerais réussir à diminuer mon nombre de séries en cours total qui est de 96. Moi, je suis passée en dessous du 100. 96 séries en cours au total. J'aimerais réussir à diminuer ce nombre, surtout pour celles qui sont terminées, que tous les livres sont sortis. Mais au moins, j'ai limité les dégâts, et c'est déjà ça. Et je pense vraiment que le challenge Serial Series Starter aide beaucoup. Et sur toutes ces séries, j'en ai quand même 53 où je suis à jour, ce que je trouve quand même pas mal. Et en fait, tout à l'heure, je vous disais que j'avais abandonné 5 séries, mais c'est 5 séries que j'ai lues en 2024 et abandonnées à ce moment-là. Mais il y a aussi d'autres séries que j'avais mis en pause depuis un moment et que j'ai décidé d'abandonner. Et en tout, en fait, j'ai abandonné 15 séries. Donc c'est encore plus. Ce qui m'a permis de diminuer un tout petit peu, voilà, mon nombre total de séries en cours. Et d'être à 96, ça va bien. Et j'ai fait des petits visuels aussi pour vous montrer un petit peu quelles sont ces séries que j'ai finies, abandonnées, continuées, tout ça, tout ça. Si on regarde les séries finies, comme je vous disais, je suis vraiment contente parce qu'il y en a, je les ai commencées et terminées en 2024. Notamment Les Lames du Cardinal et Ivy Wild. Ça m'arrive vraiment pas souvent d'habitude d'arriver à lire tout en un an. J'ai espacé un peu les lectures, sauf pour Les Lames du Cardinal parce que c'était une intégrale. Et c'est tellement satisfaisant en fait de commencer et de terminer une série la même année. Ça donne envie de le refaire. Et dans les séries que j'ai terminées, je suis vraiment, vraiment ravie qu'il y ait Une histoire naturelle de dragon. Parce que j'avais commencé il y a très longtemps, je savais que j'allais adorer. Et ça a été le cas. Et surtout, Cœur de dragon, qui est une de mes séries préférées, mais que je laissais traîner parce que tous les tomes sont énormes. Ça y est, je l'ai terminée. Et maintenant, j'ai envie de la relire en anglais, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment celle que je suis le plus contente d'avoir fini. Les autres, c'était voilà, juste le dernier tome qui me restait à lire. Les séries commencées, que je vais continuer, comme je vous disais, il y en a quelques-unes. J'ai séparé d'ailleurs les romans et les graphiques, là. Celle que je suis le plus motivée à continuer, bien sûr, c'est la série de Megan Bannon qui se passe dans l'univers de Heart and Mercy. Il y a aussi les Naomi Novik. Et ça, normalement, ça devrait être une série finie à la fin du mois de janvier parce qu'on va lire le 3e tome avec les Cupas pour notre lecture commune. Écoutez, Naomi Novik, ça a été notre révélation de l'année, je pense, sur notre Discord. On a été une grande majorité à adorer Éducation meurtrière et Promotion funeste. Et c'est pour ça qu'on a décidé de lire toute la série ensemble d'ailleurs. Et là, on va lire le 3e tome, comme je vous disais. On a aussi adoré Spinning Silver, qui était une des lectures communes du Cold Winter Challenge. Donc vraiment, c'est notre autrice phare de 2024, Naomi Novik. Les autres m'intéressaient assez pour que j'ai envie de les continuer, mais c'est pas non plus les séries que je suis le plus excitée de poursuivre. Et comme vous voyez, il y a les autres que j'ai commencé et pour lesquelles je me suis mise directement à jour avec la parution.
dans la série Everyone in My Family, Killed Someone et tous les autres. J'ai aussi adoré Every Time I Go on Vacation, Someone Dies, donc qui est une nouvelle série un peu cosy, je sais pas trop si c'est cosy, mais en tout cas de mysteries, donc avec des meurtres à résoudre, que j'ai trouvé super chouette. How to Become the Dark Lord and Die Trying et Long Live Evil, je vous en ai parlé en vlog aussi, j'avais beaucoup aimé. Et la surprise que j'ai dû mettre là-dedans, c'était un passé englouti de Have I Read, parce que je pensais que c'était un tome unique, et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une suite qui allait sortir en 2025. Donc, du coup, je l'ai déplacé dans les séries. J'ai aussi continué pas mal des séries que j'avais déjà. J'ai réussi à me mettre à jour pour plusieurs. Et il y en a d'autres où j'ai pas encore rattrapé mon retard. Par exemple, les Agatha Raisin, où il y en a 8 millions. Mais j'ai quand même bien avancé. Il y a aussi les Anne, où j'ai tout lu, sauf les chroniques d'Avonlea, qui est pas directement, chronologiquement avec les Anne, mais comme ça se passe dans le même univers, je me suis dit que j'allais le compter dans la série. Normalement, ça aussi, ça devrait être une série finie en 2025. Et puis les séries abandonnées. Il y en a eu quand même pas mal. Alors là, j'ai mis celle où j'avais testé le premier tome et décidé d'abandonner, tout comme celle où j'avais abandonné, même si j'étais déjà plus avancée dans la série. Petit bémol, ceci dit, avec Prince Captif, qui est une lecture qui m'a traumatisée. J'ai filmé ça, j'attends de filmer d'autres livres pour vous en parler parce que je veux faire un vlog. Je lis les livres que vous pensez que je vais détester. Mais à force d'entendre Nina Quill en parler et dire que les deux autres, la suite est vraiment bien, j'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe, je suis curieuse. Est-ce que moi aussi, au final, je vais être convertie ou pas? Donc c'est possible qu'à un moment, je décide de lire la suite. Et bien sûr, je vous le filmerai parce qu'à mon avis, ça va être toute une aventure. Et puis, j'ai fait une petite page aussi exprès pour les graphiques où je suis très contente d'avoir pu terminer The Promised Neverland, me mettre à jour avec les princesses Sarah. Jusqu'à récemment, j'étais à jour aussi avec les carnets de l'apothicaire, mais là, il y a le nouveau qui vient de sortir. Et puis, ma grosse découverte de l'année, bien sûr, ça a été Seule la mort attend la vilaine, où j'ai lu les 5 tomes qui sont sortis et j'attends avec impatience le tome 6. J'avais prévu de vous en parler plus tard, mais vu qu'on est en train de parler séries, je vais vous parler du projet Ça suffit plus en détail maintenant. Pareil, j'ai fait un graphique pour un peu suivre l'évolution de ce projet. Donc la dernière fois, je vous avais présenté celui-là qui montrait donc en encadré rouge tous ceux que j'avais lus depuis le début du projet. Et j'ai fait une version plus à jour avec tous ceux que j'ai lus jusqu'à la fin de l'année, ce qui m'a permis de me mettre à jour avec Wayward Children, de finir Les Mémoires de Lady Trent, de finir Cœur de Dragon et de continuer à avancer les Veronica Speedwell. Et puis je l'avais pas mis dans ce graphique-là, mais The Promised Neverland en faisait partie aussi de ma liste pour ce projet-là. Donc comme je vous disais, pour moi, ça a été un énorme succès, ça m'a vraiment remotivée à continuer ces séries. Donc je veux le reconduire en 2025, mais je veux le faire d'une manière où vous aussi, vous pourriez me rejoindre dans cette aventure et essayer de terminer certaines séries qui traînent dans vos pales depuis trop longtemps. Maintenant, on peut retourner à mes petites statistiques. Au niveau du genre, la fantasy reste toujours ce que je lis le plus avec 29,5%, suivi par Paranormal Urban Fantasy. Ça tombe aussi dans la fantasy en fait. Donc si on additionne les deux, au final, j'en suis même à comme environ 45% de fantasy dans mes lectures. J'ai 14% d'historique. Encore une fois, je suis surprise. Je sais pas d'où ça sort. Je sais pas qu'est-ce que j'ai mis dans cette catégorie-là. Mais apparemment, 14,5%. Suivi par de la romance à 12,8%. Et tout ce qui est crime, thriller, policier à 9,8%. Et ça, je dois dire que c'est un genre que j'ai envie de continuer à explorer plus. Et je pense qu'il faut que je fasse très attention dans ce que je choisis de lire, notamment avec les thrillers. Je pense qu'il y a certains genres de thrillers qui me plaisent. Par exemple, ceux de Riley Seeger, c'est plus mon genre. Même si les derniers, j'étais un petit peu déçue. L'ambiance, c'est ce que je recherche. Où il n'y a pas des trucs trop gore, trop trash, trop de violence envers les femmes. Tous ces trucs-là qu'on retrouve beaucoup trop souvent, je veux les éviter et je veux aller vers les autres thrillers qui sont plus, peut-être, psychologiques. Ça me tente bien. Et tout ce qui est aussi cozy mystery, cozy crime, je me régale avec ça. C'est vraiment un sous-genre que j'aime beaucoup. Je pense notamment à The Most Wonderful Crime of the Year que j'ai lu récemment. Le type un peu Agatha Christie aussi.
cette vibe-là. J'ai lu 65% de romans, ce qui laisse quand même une belle part aux romans graphiques. Si on regroupe tout, on doit être autour du 30% parce qu'il y a aussi les novellas à côté ou les recueils d'histoires courtes. Et je trouve que quand même d'avoir presque un tiers de mes lectures qui est du graphique, c'est plutôt cool. L'origine de mes livres, ça je suis toujours très intéressée aussi parce que j'essaye de demander moins de service presse et de lire plus de livres de ma pile à lire personnelle. Et cette année, j'ai réussi à aller dans ce sens-là en termes de statistiques, en tout cas, puisque l'an dernier, j'avais 49% de mes lectures, donc la moitié, qui venaient de service presse. Et cette année, j'en ai 39%, 38,9%. C'est toujours beaucoup, mais c'est quand même 10% de moins, et ça, je suis vraiment contente. Il y a 30% qui étaient des livres que je m'étais achetés, puis après, on a un petit mélange de bibliothèque, achat d'occasion, livres audio que je prends sur Scribd ou Libro ou Audible. C'est vraiment mes deux plus gros partages, c'est des services presse et les livres que je me suis achetés. Je suis contente. Une autre statistique qui m'intéressait pour cette année, c'était est-ce que le livre que j'ai lu était sorti en 2024 ? Parce que j'essaye de suivre les sorties et de ne pas les laisser trop attendre dans ma pile à lire, mais en même temps, je veux aussi lire des anciens livres. Et l'an prochain, j'aurai une statistique plus détaillée là-dessus. Là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait 29,5% des livres que j'ai lus qui sont sortis en 2024. Ce qui est quand même beaucoup, je trouve. On est proche du tiers. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Mais c'est intéressant. Et donc 70,5% qui étaient sortis avant. Une stat aussi qui me rassure toujours beaucoup, c'est celle des notes que je mets sur les livres. Est-ce que je lis des livres que j'aime de façon majoritaire ? La réponse est oui. Parce que si on prend ce qui est entre le 4, 4,5 et 5, on arrive quand même à du 70% et même un peu plus. Donc c'est quand même beaucoup. Et je pense que ma note moyenne de l'année, c'est 4 sur 5. Ça veut dire que j'ai quand même vraiment fait beaucoup de bonnes lectures. Et je pense que l'an dernier, je vous avais dit que je voulais faire diminuer mon 3. Alors là, j'ai inclus aussi les points 5, donc il y a le 3,5. Et cette année, j'ai eu juste 4% de 3, donc j'ai quand même fait diminuer. Mais je trouve que j'aurais toujours pu plus abandonner. Il y a toujours une marge de progression possible. La tranche d'âge de mes lectures ne varie pas trop. On reste sur une majorité d'adultes. Quand même une belle proportion de young adultes aussi avec 20%. Puis le new adulte, ça c'est quand je suis pas sûre de est-ce que je le mets dans du adulte ou pas. Mais il y avait un peu trop de spicy pour du young adulte, souvent. Ça va être ça. Donc 9%. Et le jeunesse, 12,8%. Je me régale toujours de lire du jeunesse, franchement. Alors des fois, c'est moins prenant que d'autres, mais il y a des tellement belles séries en jeunesse aussi. Là, on va passer dans la partie représentation. Vous savez que c'est quelque chose qui est important pour moi d'essayer de diversifier au maximum mes lectures. Donc si on va dans tout ce qui est représentation LGBTQIA+, j'ai quand même toujours 47% de livres où il n'y avait pas de personnages LGBTQIA+, mais l'an dernier, c'était 54%. Donc il y a quand même eu une progression là-dessus, que ce soit le personnage principal ou les personnages secondaires. Après, ça varie, mais de façon globale, il y en avait plus dans le livre que j'ai lu. Là où ça va pas du tout, et où j'ai très honte, et où j'ai envie de me cacher dans un trou sous terre, c'est quand je regarde la proportion d'auteuristes BIPOC que j'ai lu, donc Black Indigenous People of Color. Ça va pas du tout. L'an dernier, j'étais à 73 de personnes qui ne l'étaient pas. Donc d'auteurs, d'autrices blanche, j'étais à 73%. Et je trouvais que c'était beaucoup trop. Mais alors cette année, j'en suis à 83%. C'est encore pire. Ça va pas du tout. C'est une volonté que j'ai, comme je vous le disais, de rajouter de la diversité dans mes lectures. Je voudrais, au minimum, avoir un tiers de mes lectures qui soient écrites par une auteurice BIPOC. Ce serait, je pense, un objectif pour 2025. Faudra que je m'en souvienne, parce que là, je trouve que le 83% est beaucoup trop élevé. Puis j'en ai beaucoup qui viennent après de ce qui est un auteur ou une autrice d'origine asiatique, parce qu'il y a les mangas, et le reste, ça n'a pas bien été. Au niveau du genre de l'auteurice, toujours une grande majorité de femmes, et comme je vous le dis tout le temps, ça ne va pas changer, avec 71,6%. Je trouve que j'ai quand même lu beaucoup d'hommes cette année, 23,9%, et si on regarde mes déceptions, où est-ce qu'on les retrouve ? Je vous le demande. Le dernier graphique que je voulais vous présenter, c'est est-ce que c'était une auteurice connue ou une nouvelle découverte ? Et j'ai découvert 46
nouvelles auteurs-autrices cette année, ce qui représente 21%. C'est quand même pas mal. Et en même temps, c'est pas surprenant que j'ai la grande majorité, presque 80%, qui soient des auteurs, des autrices que je connaisse déjà, parce qu'il y avait toutes les séries que je voulais continuer. Il y a tous ceux dont je surveille les nouvelles sorties. Puis c'est sûr que quand il y a quelqu'un que tu connais, que tu aimes, tu vas avoir tendance à le relire. Mais je trouve ça chouette de continuer, bien sûr, à découvrir des nouvelles personnes. Il faudrait peut-être que je regarde en proportion mes livres préférés. Est-ce que c'était des livres de nouveaux auteurs, autrices, ou est-ce que c'était des livres de personnes que j'avais déjà lues avant? Ça, ce serait intéressant. Et je vais conclure la partie statistique de cette vidéo là-dessus. Mais on va en fait rester un peu dans cette vibe-là parce que je vais vous présenter maintenant le tableau de suivi lecture que j'ai créé pour 2025 et que je vais pouvoir vous partager aussi. Donc je vais essayer de faire un tutoriel autant que je peux. Mais si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les mettre en commentaire et j'essaierai d'y répondre au mieux. Je vais passer vite fait sur les parties qui n'ont pas changé. Donc c'est un fichier Google Sheet. Vous pouvez en faire une copie pour avoir votre propre version. Le fichier que je partage, il ne faut pas écrire dessus, mais normalement vous ne pouvez pas. Donc vous en faites une copie sur votre Google Drive et vous aurez votre version. Bien sûr, on commence avec le titre du livre, l'auteur, l'autrice. Ensuite, on a le mois dans lequel vous avez lu, le format de lecture, la langue. J'ai rajouté une option autre. Au début, il y avait juste français-anglais. Là, j'en ai rajouté une. On m'a demandé de rajouter la maison d'édition. Donc, je l'ai fait. Nombre de pages lues, heure d'écoute. Là, c'est nouveau aussi. Donc, sorti en 2025, ça, je l'avais déjà. Puis, j'ai rajouté ajouter à la pile à lire en... Les années vont jusqu'à 2018. Si vous avez des livres qui remontent à plus de 2018, vous pouvez aller sur le petit bouton modifier et venir ajouter un autre élément. Mais je me suis dit que ça remontait déjà pas mal. No judgment si vous avez des livres qui datent de avant 2018 dans votre pile. Donc je me suis dit que ce serait fun de voir la proportion chaque année de livres de quelle année vous avez lu. Genre, est-ce que c'est des livres que vous avez depuis très longtemps, pas longtemps? Moi, ça m'intéresse en tout cas pour voir si j'arrive à lire mes plus vieux livres. Type de livre. Donc là, on a tout ce qui est, est-ce que c'est un roman, est-ce que c'est des histoires courtes, novella. Donc ça, c'est des moins de 200 pages, moins de 150. Je suis plus tout à fait sûre. Manga, roman graphique BD, webcomic, non-fiction, poème, pièces de théâtre. Je vous avoue que les deux derniers, moi, je les utilise pas vraiment, mais je sais que ça peut être utile quand même. Le genre. Là, vous pouvez écrire le sous-genre. Par exemple, vous lisez une romance et le sous-genre, ça peut être paranormal. La tranche d'âge. Donc, enfant, puisqu'on m'a posé la question, enfant, c'est vraiment les albums pour les tout petits. Genre Monsieur, Madame, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mimi, Auguste, ce genre d'album-là. Jeunesse, c'est pour la tranche 8 à 12 ans qui correspond au middle grade en anglais. Young adult. Ado. New adult, c'est entre 18 et 22 ans à peu près que je le place. Et puis adulte. Là, on arrive au système de notation. Alors, vous voyez, il y a une petite flèche qui vous indique pour la non-fiction à quoi correspond chaque critère aussi. Alors, moi, j'en ai 5. J'ai les personnages. C'est une note sur 10, puis elle va être ramenée à 5 après quand la moyenne est faite. Donc, les personnages, l'univers, l'écriture, l'intrigue et le plaisir de lecture. Ensuite, on a une case à cocher si c'est un abandon. Vous pouvez choisir la raison de l'abandon. Ensuite, l'origine du livre. Est-ce que c'était une lecture pour un club de lecture? Et si oui, quel club de lecture? J'ai ajouté aussi une case challenge. Alors, j'ai pas fait de menu déroulant parce que il y a tellement de challenges différents qui existent, mais c'est quelque chose que vous pouvez ajouter si vous le voulez. Est-ce que c'était une relecture ou pas? Est-ce que c'est une série ou un one-shot? One-shot, stand-alone, un tome unique. Là, comme je vous disais, c'est la case que j'ai ajoutée pour le test de série. Tu lis un premier tome et tu dis « non, je ne vais pas continuer ». Nouvelle série qu'on veut continuer. Une série qui continue. Dernier livre de la série ou abandon de la série. Par exemple, vous lisez le tome 3 et au final, vous êtes comme « je m'arrête là ». Ça, c'est la partie représentation, donc LGBTQIA+, si vous voulez y aller plus précisément sur le type de représentation. Autre représentation, donc maladie mentale, neurodivergence, diversité corporelle, handicap. Là aussi, à chaque fois que vous avez le petit bouton en bas avec le petit stylo, vous pouvez en rajouter si vous voulez dans la catégorie.
j'ai BIPOC. Ça, on m'a posé des questions dessus, et donc c'est si l'auteuriste du livre est BIPOC, donc Black Indigenous People of Color, donc un auteur ou une autrice qui n'est pas blanc. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà ou une nouvelle personne? On m'a demandé d'ajouter aussi la nationalité, donc je l'ai mis là. Et puis finalement, j'ai mis donc le genre. Ça fait quand même beaucoup de cases. Vous n'êtes pas obligé de toutes les utiliser, c'est vraiment comme vous voulez, mais c'est juste que j'essaye d'inclure un maximum de choses pour que tout le monde y trouve son compte. Si vous êtes à l'aise avec ce type de tableau, bien sûr, vous pouvez en ajouter, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vais juste vous montrer une ou deux manipulations. Par exemple, ça ne vous intéresse pas la partie sur les abandons, parce que vous abandonnez pas les livres. Vous pouvez sélectionner les colonnes et faire masquer. Comme ça, elles apparaîtront plus. Ça vous allège le tableau des parties qui ne vous intéressent pas. Je remets. Je vais aussi vous faire un exemple, on va dire avec ma première lecture de l'année. Bon, l'autrice, j'ai oublié son nom, on va mettre n'importe quoi, c'est pas grave. Je l'ai lu en janvier. Le format, c'était papier. Je l'ai lu en anglais. La maison d'édition, moi, par exemple, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, donc je le cacherai si je l'avais. On va dire que c'est Penguin. J'ai aucune idée si c'est ou pas. On va dire qu'il faisait 320 pages. Heure d'écoute, je le remplis pas parce que je ne l'ai pas écouté en audio. Il n'est pas sorti en 2025, en même temps, il n'y en a pas encore beaucoup, n'est-ce pas? Je l'ai ajouté à ma palle en 2024. C'est un roman. Genre principal, ça va aller dans le crime, thriller, policier. Sous-genre, je pourrais mettre Cozy Mystery, mais je peux le laisser comme ça. C'est un roman adulte. J'ai beaucoup aimé les personnages, l'univers surtout m'a plu, l'écriture était correcte, et l'intrigue était vraiment fun. Mon plaisir de lecture très élevé avec ce livre. Ce qui me donne, après, ça calcule la moyenne tout seul. C'est vraiment ces cases-là à pas toucher, parce qu'il y a toutes les formules pour calculer la note. Ça me donnerait une note de 4,5 sur 5. Origine. C'était un achat neuf. Et le challenge pour lequel je l'ai lu, c'est le Cold Winter Challenge. C'était pas pour un club de lecture. C'était la première fois que je le lisais et c'était un one-shot. Représentation LGBTQI+. J'arrive pas à me souvenir s'il y en avait, mais je pense pas. Je pense pas. Et l'autrice est blanche. Hop. C'était une nouvelle, je la connaissais pas avant. Moi, la nationalité, c'est pas non plus quelque chose que je vais rentrer, donc je mettrai rien, mais sinon ce serait des États-Unis. Et c'était une femme. Donc voilà comment on remplirait le tableau. Je vais tout réenlever. Ensuite, il y a un onglet suivi des séries. Donc là, vous pouvez faire un copier-coller de l'an dernier, d'ailleurs, si vous aviez déjà et que vous voulez pas tout réécrire. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, vous pouvez mettre le nom de la série, quel est l'auteur, l'autrice, en quelle année est-ce qu'elle a été commencée. Là, je suis allée jusqu'à 2014. Mais pareil, vous pouvez en rajouter si vous voulez. Le type de série, donc si c'est un roman, si c'est une romance, un graphique, ou si c'est des policiers. J'aime bien séparer romance et policier parce que je trouve que c'est pas des vraies séries souvent. Là, vous pouvez cocher si vous êtes à jour avec l'apparition, si vous avez décidé d'abandonner, si la série est finie ou si elle est en pause. Ça, c'est si vous n'êtes pas sûr si vous voulez continuer ou pas. Il y a un certain nombre de livres, 20. Alors, vous pouvez effacer les cases qui servent à rien, mais par exemple, il y a des séries policières qui sont très très longues. Là, vous avez un petit récapitulatif qui vous dira combien vous avez de séries en cours, à jour, fini, abandonné et en pause. Et un petit graphique. Et cette année, j'ai rajouté un deuxième graphique pour que ça vous donne la répartition des séries aussi en fonction des années. Le suivi de la palle, ça c'est pour intégrer tous les livres que vous ajoutez à votre pile à lire. Vous pouvez mettre tous ceux qui y sont déjà aussi, le mois où ils ont été acquis, le mois où ils ont été enlevés de la pile à lire, et puis est-ce que vous l'avez lu, est-ce qu'il a été enlevé sans être lu et pourquoi. Et là, vous avez le total. Sachant que si c'est des livres donc, que vous avez achetés l'an dernier ou quoi, ça va dans palle de départ, puis ça commence à compter les nouveaux ici. Et enfin, il y a le dernier onglet qui regroupe toutes les statistiques, donc comme celles que je vous ai représentées, et j'ai aussi intégré les nouvelles dedans. Donc voilà pour la petite présentation de ce
tableau. Comme je le disais, si vous avez des questions sur l'utilisation, n'hésitez pas à les poser et le lien sera en barre d'infos pour le télécharger. On en arrive donc à la fin de ce bilan qui est très très long, mais j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Moi je trouve ça fun de revenir et de comparer d'une année à l'autre comment les choses évoluent. Si j'ai oublié de vous dire certaines choses, notamment au niveau retour sur 2025, de toute façon, il va y avoir ma vidéo Reset. Et d'ailleurs, s'il y a des sujets particuliers que vous aimeriez que j'aborde, vous pouvez aussi les mettre en commentaire. Si jamais vous avez envie d'accéder à plus de contenu exclusif, soutenir mon travail et pouvoir discuter dans notre Discord, n'hésitez pas à rejoindre les Capaz sur Patreon. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, on va y aller avec un emoji qui applaudit. Parce que même si tout n'a pas été réussi, il y a plein de choses qui l'ont été dans cette année. Et je pense qu'on mérite de s'applaudir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.